Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne et puis à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu et à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, bien pour nous aider et si vous avez des questions et puis pour nous permettre d'améliorer ce contenu. Au programme cette semaine, comme toujours, le calendrier et puis un focus sur le S&P et le VIX. On ira voir aussi bien le ratio put-call de la semaine dernière sur Palo Alto qui a été bien utile encore une fois dans le comportement du titre. On va détailler cet intérêt sur le ratio put-call et la façon de l'interpréter, de l'utiliser. On fera un point sur nos stratégies aussi puisqu'on arrive à un taux de réussite intéressant, plus de 81% de réussite sur nos dernières stratégies. Et puis on ira voir la star de la semaine, Nvidia. Que dire du comportement graphique et puis du ratio put-call sur le titre qui était manifestement un peu optimiste en amont de la publication de mercredi. Des volumes inhabituels toujours sur l'ETF EBIT, donc sur le Bitcoin, l'ETF du Bitcoin le plus traité. Et puis on terminera comme chaque semaine par le cas d'école, le cas de Paul avec cette semaine un strangle. Je vous rappelle que nous serons le 20 juin prochain à Paris pour une formation présentielle sur les options. Vous trouverez tous les éléments dans notre newsletter. Il faut pour ça vous abonner sur le site l'atelierdesoptions.com à notre newsletter et vous aurez tous les éléments. Attention, il ne reste que quelques places. Vous êtes nombreux manifestement à vouloir venir nous rencontrer et c'est avec un grand plaisir. Pour le calendrier de la semaine, on va le voir en détail. Il est plutôt macro, même s'il y a quelques publications intéressantes encore à Wall Street. On ira voir S&P et VIX. Je l'ai intitulé Au gré des annonces. Vous aurez compris pour quelles raisons, hein, compte tenu des contre-pieds liés aux annonces de Donald Trump. Et puis, ratio put-call, eh bien, on allait jeter un œil à Palo Alto, puisque, encore une fois, on a indiqué un ratio put-call très optimiste, et manifestement, ça s'est traduit par un petit contre-pied au moment de la publication du titre qui a perdu plus de 8%. On ira jeter un œil en détail. Je m'arrête un instant pour faire un point sur nos stratégies, puisque eh bien, le bull put spread sur Google est sorti gagnant en début de semaine, donc stratégie plutôt haussière sur Google, qui a Alphabet Google qui s'est terminé donc gagnant, et puis notre bear call spread de lundi dernier est déjà sorti gagnant. Donc on arrive à 9 stratégies gagnantes sur les 11 que nous avons proposées déjà. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils. Les prêts d'exercice ne sont pas détaillés. C'est à vous d'ajuster en fonction de votre sensibilité. Mais la méthode mise au point par Paul, manifestement, fonctionne bien. Et les stratégies que nous préparons pour vous chaque semaine permettent d'avoir un taux de réussite qui est, comme vous pouvez le constater, assez intéressant. Donc il fallait le souligner. Nvidia, on ira voir en détail. Je l'ai indiqué en orange. Le ratio put-call mensuel est optimiste. Le ratio put-call hebdomadaire, donc pour les options qui vont clôturer à la fin de la semaine, eh bien, est carrément, lui, on peut dire complaisant. Donc, attention, je l'ai mis en orange parce qu'on n'est pas à des niveaux d'extrême comme Palo Alto, mais peut-être un petit peu trop d'optimisme. Je rappelle que c'est toujours le résultat publié par l'entreprise qui va primer, qui aura le plus d'importance, mais aussi que si tous les opérateurs sont optimistes, c'est qu'ils sont tous acheteurs. Si tout le monde est acheteur, il y a difficilement de nouveaux entrants sur le titre, et donc, eh bien, le mouvement haussier pourrait être limité. Encore une fois, c'est le résultat qui va primer, mais attention aussi en cas de déception. Donc toujours un élément intéressant en amont. Et puis sur le Bitcoin, le ETF EBIT a toujours fait l'objet d'intérêts importants, acheteurs, plus d'options d'achat manifestement, mais sur MicroStrategy, il est intéressant de le voir, ce qui s'appelle stratégie maintenant, eh bien, il y a une divergence importante. On avait mis en garde contre la configuration graphique, donc vous voyez, c'est bien les prix qui priment, mais des stratégies acheteuses qui ont été prises à contre-pied, et puis surtout, on a détecté un volume inhabituel à la vente sur une position d'option. Et puis on terminera sur un strangle sur Boeing, cas de figure et cas d'école intéressant pour jouer la hausse de la volatilité sur le titre. Même si moi j'ai un biais graphiquement, eh bien on va voir qu'avec les options, on n'a pas de problème à traiter ces éléments-là. Pour le calendrier de la semaine, je vous rappelle qu'aujourd'hui, lundi 26 mai, est férié à Wall Street puisque c'est Memorial Day, mais que ça ne nous empêche pas de préparer cette semaine ensemble, bien entendu.
Et puis, côté macro, eh bien, on aura mardi la confiance du consommateur du Conference Board, mercredi les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed dans lequel les opérateurs détectent parfois des éléments plus détaillés du discours qui a été énoncé par Jerome Powell et des éléments sur l'évolution de la politique monétaire qui peuvent être importants. Jeudi, eh bien, c'est le PIB américain pour le premier trimestre qui sera publié, PIB préliminaire, donc chiffre important à surveiller évidemment. Et puis le gros rendez-vous de la semaine, ce sera l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, le chiffre d'inflation le plus important, même si ça semble canalisé pour l'instant du côté de l'inflation, c'est toujours à surveiller de près. Du côté des publications cette semaine, on aura mercredi Nvidia évidemment, et puis Salesforce, un rendez-vous important. Jeudi, ce sera au tour de Dell de publier. Et puis vendredi de Costco. Je n'ai pas mis de couleur particulière sur ces publications, puisque Nvidia, je vous l'ai indiqué, puis on va le regarder en détail. Et sur les autres valeurs, on n'a pas de consensus extrême, on est plutôt optimiste, mais on n'a pas de consensus particulièrement complaisant ou voire euphorique, donc pas d'éléments très particuliers sur ces valeurs-là, c'est pour ça qu'on ne va pas zoomer dessus, mais en tout cas des rendez-vous et des publications qui seront évidemment importantes à surveiller tout au long de la semaine. On va commencer comme toujours par notre graphique hebdomadaire du S&P. On voit que après cette accélération haussière, un large gap haussier laissé ouvert le 12 mai dernier, et cette grande bougie verte, eh bien, on a une bougie de contre, d'indécision. On est toujours bloqué entre 5786 et 5970. On peut dire qu'on a commencé à combler le gap laissé ouvert la semaine précédente, mais on a mis un pied dedans, mais on ne l'a pas comblé en totalité. Donc pour l'instant, signe de force toujours, on est au-dessus de ce gros gap de rupture hebdomadaire, qui peut être un gap de rupture hebdomadaire. Et donc, on a réintégré ce niveau. Le S&P sur la semaine a perdu 2,61%, vous le voyez à l'écran. La position ouverte, en revanche, sur les futurs SPX n'a pas augmenté, on a même baissé de 0,41%. Donc, pas de pression baissière dans ce mouvement, manifestement. Et ça se traduit bien effectivement par une certaine solidité. On aurait pu penser que contre ces niveaux-là, certains acteurs veuillent se positionner à la baisse. On voit que les initiatives sont toujours en retrait. C'est ce qu'on pressentait dans le mouvement de hausse. Pas de grosses mains, pas de gros acteurs du marché. On rappelle que c'est un mouvement qui a été alimenté beaucoup par le retail, mais que les gros acteurs sont en retrait. Eh bien, ils ne sont pas agressifs, en tout cas pour l'instant, à la vente non plus. Manifestement, encore une fois, une position ouverte qui reste un peu en berne à des niveaux d'intérêt qui sont moyens. On n'est pas dans des ratios extrêmes, mais bien graphiquement, ça reste pour l'instant haussier. Le ratio put-call, eh bien comme le S&P a baissé, il est remonté un petit peu, mais on passe d'un niveau d'optimisme à un niveau d'équilibre, 0,97, on est quasiment à une option d'achat pour une option de vente autour de la monnaie, donc pour l'instant, un scénario médian, et on peut dire qu'on n'a pas, on est entre deux eaux, on n'a pas d'indication très franche. Si on zoome sur le S&P en journalier, voilà les enjeux ajustés. On est dans le trading range 5786 5970, j'avais indiqué 5950 la semaine dernière, je l'ai réajusté un petit peu. C'est ce gros plafond de verre à déborder pour repartir à la hausse et aller, pourquoi pas, former de nouveaux sommets. Si on dépasse 5970 et qu'on duplique le range actuel, la cible idéale, ce serait 6161, donc un nouveau plus haut historique en mire pour le S&P s'il arrive à déborder ce niveau. Pour l'instant, c'est plutôt situation d'attente. Les annonces du week-end de Donald Trump reportant les douanes, les taxes douanières sur l'Europe, eh bien, font que les futurs sont attendus en hausse et aux alentours, à l'heure où j'enregistre, de 5870 points. Donc de cette médiane du range, 5786, 5970. Donc on est entre deux eaux, dans un mouvement haussier et de latéralisation pour l'instant. On a mis un petit coup d'arrêt dans la tendance haussière, mais on n'a pas retourné cette tendance. Le premier niveau d'alerte, donc 5786, retour sous le pied du gap avec le plus bas à 5767, ce serait une vraie alerte cette fois-ci, puisqu'on irait combler probablement le gap, retour à 5686, et au bas du range, 5599. Donc c'est notre alerte de court terme, 5786, 5599, alerte de moyen terme. Voilà les éléments et les enjeux pour cette semaine. Pour l'instant, on a l'air de vouloir latéraliser entre ces deux bornes. Est-ce que des éléments ou des drivers, est-ce que Nvidia va nous permettre de sortir par le haut de ce mouvement, au contraire décevoir? On va en savoir probablement beaucoup plus à partir de mercredi.
Pour ce qui est du VIX, lui a été comblé son gap baissier laissé ouvert le 12 mai. Il l'a comblé bien en fin de semaine sur fond d'annonce de Donald Trump. On a été bien tester ce niveau d'alerte, donc cette zone d'alerte, mais on est revenu en vigilance. Donc pareil, un mouvement entre deux eaux. Tant qu'on est entre 18,90 et 23,35, on est entre deux eaux sur la volatilité. On reste dans des mouvements qui indiquent bien l'équilibre qu'on voit sur le ratio put-call des opérateurs qui sont manifestement prudents pour l'instant et qui ne prennent pas de risques et qui eh bien sont assez vigilants manifestement, mais on n'est plus en zone d'alerte. Donc sortie de cette zone 18,90, 23,35, bien on aura un mouvement plus franc. Si c'est au-delà de 23,35, attention toujours à ce gap baissier qui cette fois-ci, celui-ci est toujours incomblé aux alentours de 2,36. Donc, vigilance au débordement de 23,35 en clôture. Pour l'instant, on repasse en dessous. C'était un petit coup de stress et on est en phase de détente. Si on repasse sous 18,90, bien, on pourrait accélérer à la hausse, aller déborder les plafonds de verre à 5970 qu'on indiquait sur le S&P et poursuivre pour repasser en zone d'optimisme. Pour l'instant, entre deux eaux, on a cette petite oblique haussière à surveiller qui correspond bien au niveau de 18,90 environ pour cette semaine. Donc, voilà, c'est le niveau à enfoncer pour la hausse ou qui permettrait donc de réactiver plus franchement la dynamique haussière. Pour l'instant, on est encore une fois en phase de latéralisation. On va aller jeter un œil, comme je vous le proposais, sur Palo Alto rapidement. Il ne s'agit pas de faire du retour en arrière trop marqué, mais d'expliquer comment on interprète ce ratio put-call. Vous avez Palo Alto, ici Palo Alto Networks graphique en hebdomadaire, avec bien, un range qu'on avait bien défini, 169, 195, 12. On disait que ce niveau de 195, 12 était un gros plafond de verre, et puis surtout que la publication, que les opérateurs étaient très très optimistes en amont de la publication. Bien, quand tout le monde est acheteur, difficile pour le titre de poursuivre à la hausse, et c'est ce qui s'est passé. Un mouvement de un peu plus de 3% de baisse sur la semaine, mais un trou d'air de 8% au moment de la publication. Donc l'enjeu, bien, c'est d'aller déborder 195,12 pour repartir à la hausse, et pourquoi pas dupliquer le range précédent 169, 195,12 et d'aller chercher une cible idéale à 221,80. Vous voyez les niveaux intermédiaires à l'écran. En revanche, quand on regarde en journalier, eh bien, on a été testé au point près, hein, c'était dans la vidéo de la semaine dernière, le deuxième niveau de support, le support intermédiaire, c'est ce qu'on vous indiquait. Risque de déception, quelles que soient les publications, puisque trop d'opérateurs optimistes, et donc un trou d'air de plus de 8% au moment de la publication, et on a été enfoncé le premier niveau de support à 187,42 et testé le deuxième 178,60, hein, vous vous souvenez des niveaux que je vous avais indiqués. Donc pour un opérateur qui voudrait entrer sur le titre, eh bien, ça donnait des points d'entrée améliorés. Pour celui qui était déjà positionné, ben, pourquoi pas prendre un peu de bénéfice, et en tout cas, ce ratio put-call qui, encore une fois, était bien utile pour confirmer qu'il aurait été difficile de poursuivre à la hausse. Bon, encore une fois, les publications, si elles avaient été extraordinaires ou surprenantes, très très largement le consensus, le titre aurait pu poursuivre, mais battre ce consensus est plus difficile. Encore une fois, si tous les opérateurs sont longs, il est difficile de faire mieux que ce qu'attend le marché. C'est ce qu'on voulait vous montrer ici. On va aller jeter un œil tout de suite sur la star de la semaine, c'est Nvidia, bien entendu. Nvidia, graphique mensuel pour commencer. On a un titre Nvidia qui, à mon sens, est bloqué dans un grand trading range 86, 60, 152, 90, avec une zone médiane clé 116, 123, 50. On est repassé au-dessus de cette zone médiane, à mon sens, extrêmement importante. Reste que, comme je vous l'indiquais, le ratio put-call sur la semaine est quand même très optimiste, et sur le mois, il est optimiste. On a un niveau d'optimisme, pas de grande complaisance ni d'euphorie sur Nvidia, avec un rebond qui a été quand même très significatif. Alors quand on zoome en hebdomadaire, on voit cette zone 86, 60, 152, 90, très bien traitée. On est au-delà de la médiane 116, 123, 50, toujours au-delà de 123, 50. Donc on est dans la partie haute de ce range, avec donc 123, 50, 152, 90. On a buté contre cette résistance intermédiaire à 136,50 et on a formé un petit harami. Alors le harami nous indique de l'indécision. Harami, hein, c'est cette configuration de deux bougies en haut de marché, grande bougie verte de hausse et puis petite bougie rouge d'indécision, d'invalidation, dont le corps est bien inscrit à l'intérieur de la bougie. Ça traduit et donc déjà ce rejet contre 136,35 et puis le fait que bien les prix se compriment. Alors le Harami, en termes de statistiques, nous indique à peu près un peu plus de 30% de chance de baisse,
30% de chance de latéralisation et 30% de chance de réactivation haussière. Donc on a cette information qui confirme que bien, le marché est dans l'indécision pour l'instant. Encore une fois, ce ratio put-call nous laisse un petit peu vigilants. Et donc, soit les résultats seront excellents et on va pouvoir déborder 136,35 et aller chercher les plafonds de verre à 152,90. Dans ces cas-là, on peut envisager des extensions dont la première grosse extension serait 182,50. Alors, on aura évidemment des niveaux intermédiaires. On peut envisager des extensions un peu moins grandes au débordement si ça se mettait en place de 152,90 avec donc dans ce cas-là la duplication de cette première zone palier avec donc un premier niveau ici à fixer aux alentours de 170. Ça, c'est si on arrive à déborder 136,35 et 152,90. Je vous donne ces niveaux-là par anticipation, sait-on jamais. Si en revanche on repasse sous 128,30, attention à cette zone 116, 123,50, avec le gap qui se trouve pile au milieu, le gap haussier hebdomadaire du 12 mai qui se trouve pile au milieu de la zone, donc probable retour et comblement de ce gap, donc signe de vulnérabilité, c'est sous 116 que la dynamique baissière sera réactivée, avec en mire 86,60 que vous voyez ici à l'écran, donc entre deux eaux et pour l'instant une période de doute, donc on peut zoomer dans cette période d'indécision. On a pour Nvidia cette zone de range extrêmement importante, 123,50, 136,35 qui est le niveau dont la sortie nous en dira plus pour la suite. C'est les niveaux à surveiller pour Nvidia pour prendre vos décisions. Voilà pour le titre Nvidia. On va regarder l'ETF IBIT, puisqu'on a eu des comportements, encore une fois, inhabituels. Paul nous les avait détectés parmi pour la semaine pour le vendredi 16 mai, que c'était un des 5 ETF les plus traités à Wall Street. Eh bien, ça a été le cas aussi vendredi 23 mai. Alors, c'était 500 000 contrats la semaine précédente. Il y avait le 16 mai 2 fois plus de call que de put. Cette fois-ci, c'est toujours beaucoup plus de call que de put, donc des opérateurs qui sont manifestement optimistes. Et le mouvement haussier qu'on pressentait, le débordement de ce plafond de verre à 59,62, c'est bien confirmé, puisque l'ETF prend 4,44% sur la semaine, donc une réactivation haussière après une longue pause. Hein. On était dans ce range 46,81, 59,62 depuis l'accélération haussière de la fin d'année 2024, et puis on a latéralisé, on déborde ce niveau par le haut de 59,62, donc on peut envisager la duplication du range en direction de 72,34, premier niveau de résistance intermédiaire à 62,86, eh bien, il a bien été atteint. On fait une petite pause manifestement pour l'instant, mais encore une fois, l'intérêt est bien haussier sur le Bitcoin. Attention tout de même à bien cette configuration d'indécision. On a accéléré à la hausse, formé un gap. On laisse cette petite toupie abandonnée par deux gaps avec derrière ce doji. Donc un peu d'indécision à court terme. Tant qu'on est au-delà de 59,62, ça reste haussier. Mais attention, un peu de prudence à avoir. On n'a pas de configuration de retournement, mais au moins de l'indécision. Donc peut-être un peu de retracement en direction de 59,62 pour l'instant quand on zoome à court terme. Sinon, la cible, c'est 66,40 et puis 72,34 que vous voyez ici. Un titre en revanche qui diverge, et c'est intéressant de voir la distinction entre le comportement de MicroStrategy qui est très lié aux crypto-monnaies. Alors il y a pas mal de choses à dire, on va commencer par se positionner en hebdomadaire sur MicroStrategy. On avait évoqué la semaine dernière beaucoup d'options ouvertes bien sûr la semaine avec des calls 420, 425 et 430, 75 000 contrats d'options, donc des opérateurs manifestement très optimistes mais qui ont été pris à contre-pied. Vous voyez, c'est pas parce que le consensus va dans un sens que ça se produit, et au contraire un titre qui a plutôt baissé. On avait d'ailleurs indiqué qu'on était prudent graphiquement puisqu'on avait cette couverture en nuage noir sur MicroStrategy, grande bougie verte suivie d'une ouverture hebdomadaire au-delà des cours et une clôture qui avait lieu sous la médiane du corps de la bougie précédente. C'est une couverture en nuage noir, ça nous incitait à la prudence, et en effet, même si on a remis un pied dans cette zone 420-430, eh bien, il y a eu un rejet assez important et retour sous 389. Alors, on peut dire que MicroStrategy avait déjà très bien rebondi, hein, c'est une de nos premières stratégies haussières qu'on avait mis en place en mars dernier. Elle s'était très bien comportée et elle était sortie gagnante aussi, on peut le rappeler.
mais le titre aussi a beaucoup progressé hein, depuis ses points bas. Il a rebondi de 80%, donc peut-être un peu d'anticipation sur la hausse du Bitcoin et donc de prise de bénéfices. Reste que Paul a détecté aussi pour nous des éléments intéressants, un volume très très inhabituel de grosses positions d'achat de put de prix d'exercice 170. 170, on est très très loin du cours actuel. Donc des opérateurs qui étaient optimistes la semaine dernière, qui sont pris à contre-pied, et un opérateur qui manifestement pense que un mouvement de baisse marqué pourrait se mettre en place sur MicroStrategy qui n'a pas suivi le mouvement du Bitcoin cette semaine, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc une divergence intéressante à détecter et un peu de prudence sur le titre qui est repassé sous ce niveau de 389,20, donc premier gros support 339,50 et 310 derrière. Attention à des mouvements de baisse plus marqués, manifestement, encore une fois, de l'intérêt et une divergence sur ce titre stratégie, qui s'appelle stratégie maintenant, à surveiller. Et puis on va terminer comme tous les lundis par un cas d'école avec une configuration graphique intéressante pour le titre Boeing. On va regarder Boeing en mensuel. On vous propose sur Boeing un strangle avec d'abord la lecture graphique et puis je vais vous indiquer le fonctionnement de la stratégie qu'on veut mettre en place et que Paul nous propose. Donc on est depuis 2020 et depuis la crise Covid, depuis la pandémie, dans un grand range pour Boeing, situé entre 121 et 260,50. On a très bien testé la borne basse du range, testé borne haute, revenu s'appuyer sur la borne basse avant de rebondir et d'aller chercher la borne haute. Et regardez, au moment de la dernière accélération baissière et malgré le trou d'air du mois d'avril, Boeing n'a pas été chercher la borne basse, signe de force. Par ailleurs, le titre a débordé cette oblique baissière avec une structure tordue, mais qu'on peut considérer comme une épaule tête, épaule inversée, avec une sortie avec des volumes puissants. Donc, tant qu'on est au-delà de la zone 188,40, 182, 3. Donc 183, 188, 40, ça reste haussier. On pourrait former, pourquoi pas, un throwback pour repartir à la hausse. Mais pour l'instant, ça reste haussier. Manifestement, la cible de cette structure, de cette petite structure à l'intérieur du grand range, donne un niveau cible qui est situé aux alentours de 239, 40. Or, si on s'approche de la borne haute, on pourrait sortir de cette longue congestion pour Boeing qui, en fondamental, revoit des commandes à du mieux. Et donc, si on débordait 260-50, on sortirait de cette longue congestion pour aller former un range de taille équivalent en direction de 400. Donc, on duplique la zone 121-260-50 pour obtenir comme cible un niveau qui se situe à 400 et qui est donc non loin des résistances majeures et des tops du titre. Donc, un scénario de moyen-long terme qui peut paraître intéressant. Paul nous propose pour cette semaine donc cette stratégie d'achat de strangle. L'achat de strangle, je rappelle que c'est d'acheter un call et d'acheter un put. Donc on achète un call au-dessus des cours actuels, on achète un put en dessous. Et en fonction de sa sensibilité au risque, du risque qu'on veut prendre, on va acheter un put et un call plus ou moins loin. Évidemment, plus le put sera bas, moins il coûtera cher. Plus le call sera haut, moins il coûtera cher. Et donc, en fonction de sa sensibilité au risque du scénario qu'on attend, on va pouvoir ajuster les bases. L'idée aussi, c'est de travailler avec une stratégie qui permettent de payer une volatilité qui est relativement faible. La volatilité est basse sur Boeing, donc ça rend cette stratégie intéressante. Je rappelle que si Boeing confirme le scénario pour lequel je suis plutôt haussier manifestement, le put perdra sa valeur, mais c'est le call qui va se valoriser, au débordement notamment du prix d'exercice, mais tout au long de la vie de l'option aussi, même si on n'atteint pas le prix d'exercice, il est toujours possible de sortir avant. Et puis si, à l'inverse, le scénario baissier se met en place et qu'il y a de la déception sur Boeing, si on repasse sous cette zone-là et qu'on invalide la figure haussière, on a des chances d'accélérer à la baisse. Dans ce cas-là, le call perdra sa valeur, mais c'est le put qui va lui, se valoriser. Alors, Paul a choisi une expiration lointaine à 180 jours pour prendre du temps et de la marge. Encore une fois, c'est un mouvement de long terme qui se met en place. Donc, si mon scénario haussier se confirme, c'est l'achat de put qui perdra de sa valeur, mais on aura cette possibilité haussière, en tout cas de la volatilité probable à prévoir sur Boeing, qui a une volatilité assez basse. Donc, encore une fois, une stratégie intéressante à surveiller. Donc, encore selon vos sensibilités, de prendre des prix d'exercice plus ou moins lointains, qui vont vous coûter
plus ou moins cher, et puis cette possibilité de bénéficier d'un mouvement important sur Boeing. Encore une fois, vous connaissez mon sens privilégié, mais c'est tout l'intérêt des stratégies d'options, c'est que au-delà de l'analyse, eh bien, on a un backtest qui a donné ici plus de 84% de réussite par le passé dans ce genre de configuration. C'est tout l'intérêt de cette méthode, de ne pas avoir de biais et de ne pas être exposé que dans un seul sens, mais en tout cas, volatilité probable à prévoir à 180 jours sur The Boeing Company. Voilà les éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine. Donc, eh bien, une semaine intéressante, un peu d'indécision, hein. J'aime bien avoir des scénarios bien détaillés, mais enfin bien privilégiés, mais là, en l'occurrence, il est difficile de le faire compte tenu du contexte actuel. Vous avez ici toutes nos coordonnées pour nous contacter, nous suivre. Pensez à activer les notifications et puis à nous faire part de vos commentaires. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Excellente semaine à toutes et à tous.